Une seule source pour tous vos besoins à outils, de la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnell.com. Semi-conducteurs, capteurs, connecteurs, cartes d'évaluation et plus encore, fr.farnell.com. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 9 juin 2023. Et merci à mon nouvel annonceur, Farnell. Si vous désirez en savoir plus sur ce distributeur de pièces électroniques, c'est fr.farnell.com. Et ce que j'aime bien sur leur site, à part de trouver plein de composantes électroniques, c'est qu'on trouve également deux communautés, soit Element 14 avec des informations sur des bancs d'essai de produits et Axter qui est une communauté de passionnés de matériel. Au menu, cette semaine, difficile de ne pas parler du casque Vision Pro d'Apple, mais on va en parler plus tard avec quelqu'un qui a été au cœur de sa conception, Bertrand Nepveux. On va parler de la nouvelle loi française qui règle maintenant la vie des influenceurs en France. On va parler avec le patron d'un nouveau service de recharge mobile de voitures électriques qui lance son service au Québec. Et évidemment, on va revenir sur la dernière édition du Net Tendance qui traite des réseaux sociaux, des podcasts et des Québécois. Également présent avec moi dans mon carnet, il y a Thierry Weber qui fait son retour de vacances, qui s'intéresse aux retombées technologiques de la guerre, et Jean-François Poulain va nous parler d'un nouveau boulot qui existe dans le domaine du UX. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement 5 auditeurs de mon carnet. Salutations donc toutes spéciales à Jason Chaperon de l'École de Nantes, David Mendez da Silva, Reine Carême, Karima Grissa et Catherine Cano. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci aussi à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Merci à tous d'être là et je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Laissez-moi en profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Mon Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Vous écoutez Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Après Twitter, c'est maintenant au tour de Meta de vendre ses certifications d'authenticité. Meta Verified est désormais disponible en Inde, au Royaume-Uni et au Canada, et bientôt d'ailleurs au Brésil, pour $20 par mois. Cette expansion a été annoncée par Mark Zuckerberg sur Instagram cette semaine. Après avoir été lancé aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis au Royaume-Uni, le service de vérification payant est maintenant disponible dans 4 nouveaux pays. Bonne nouvelle, pour le moment du moins, Meta, contrairement à Twitter, va continuer à reconnaître, à honorer les badges vérifiés hérités pour ceux qui ont été vérifiés avant le lancement de Meta Verified. En plus d'un petit ruban bleu à côté de votre nom, le statut de Meta Verify offre la protection contre l'usurpation d'identité, un accès direct au support client et des autocollants exclusifs sur Facebook et Instagram. Bonne nouvelle pour les créateurs de Twitch, la plateforme a finalement entendu leur plainte et vient de supprimer les modifications qu'elle voulait apporter aux annonces après avoir vu que les diffuseurs se préparaient à quitter sa plateforme en masse. Ces nouvelles règles auraient restreint les publicités et réduit les revenus des diffuseurs. Les règles interdisaient aux streamers d'incorporer des publicités dans leur diffusion et limitaient la taille des logos à l'écran. Bien que certaines règles restent en place, Twitch a réaffirmé son soutien au parrainage des créateurs. De leur côté, les créateurs de contenu sur Twitch ont critiqué le manque de considération pour les utilisateurs et la focalisation de Twitch sur l'argent. Je vous rappelle que Twitch reverse habituellement 50% des abonnements aux streamers, tandis que YouTube prend 30% des dons des fans. Malgré la décision de la direction, certains créateurs ont dit qu'ils allaient tout de même de l'avant avec leur migration vers d'autres plateformes, le mal étant déjà fait.
Cette semaine, le FBI américain a publié une note au sujet d'une augmentation importante du cas de sextorsion due à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand on disait il n'y a pas longtemps que des gens mal intentionnés allaient trouver des façons d'utiliser l'intelligence artificielle, eh bien, en voilà une. Le FBI confirme que l'utilisation répandue des deepfakes, rendue possible par l'accessibilité croissante des outils d'intelligence artificielle, a conduit à une augmentation des cas de sextorsion. Les deepfakes permettent de créer du contenu falsifié en manipulant les visages, mais aussi la parole, ce qui peut être utilisé pour imiter des actions jamais commises par une personne. Les sextorsions consistent à menacer de divulguer ces informations-là, des informations intimes, des images sexuelles ou des vidéos compromettantes sur les réseaux sociaux, souvent dans le but de gagner de l'argent ou de tout simplement de se venger. Le FBI a donc voulu mettre en garde la population face à cette hausse significative des cas de sextorsion avec des deepfakes qui touchent autant les adultes que les jeunes. Les experts en cybersécurité et les autorités recommandent donc aux parents et aux utilisateurs des réseaux sociaux d'être prudents lorsqu'ils publient des photos ou des vidéos en appliquant les paramètres de confidentialité appropriés. L'application ChatGPT sur iOS et iPadOS vient tout juste de sortir que déjà OpenAI offre une nouvelle mise à jour de l'application, une nouvelle version qui apporte des fonctionnalités assez intéressantes. Maintenant, les utilisateurs peuvent commander ChatGPT par la voix, donc faire des requêtes par la voix, par le biais de Siri, en utilisant les raccourcis d'Apple. Cette fusion entre Siri et ChatGPT permet donc dorénavant de bénéficier de l'intelligence artificielle tout en utilisant l'assistant vocal sans les mains. Par ailleurs, l'application ChatGPT sur iPad s'améliore en permettant une utilisation en plein écran et en ajoutant la fonction de glisser-déposer pour déplacer les messages vers d'autres applications. L'Observateur des technologies médias, l'OTM de Radio-Canada-CBC, vient de publier 2 rapports qui explorent l'adoption et l'utilisation des téléphones cellulaires par les Canadiens et les nouveaux arrivants. Rapido presto, si je vous résume ça, on apprend que plus de 9 adultes canadiens sur 10 ont un téléphone cellulaire et le taux d'adoption atteint son point culminant chez les 18-49 ans, alors qu'on parle de presque la totalité, là, 98%. L'iPhone demeure le téléphone intelligent favori de la majorité des Canadiens. La moitié des propriétaires de cellulaires possèdent un iPhone. Samsung est la deuxième marque la plus populaire avec 31% de part de marché, suivi d'autres joueurs comme Google, Motorola et Huawei, choisis par 1 à 3% des adultes. Lors du choix d'un appareil, le coût est le principal facteur en considération et parmi les autres facteurs les plus importants, la durée de vie de la batterie et le système d'exploitation sont des éléments importants. Pour ce qui est des nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants préfèrent posséder un cellulaire plus que tout autre type d'appareil, ce qui reflète à quelque part le rôle essentiel de cet appareil dans leur processus d'établissement au pays et leur vie au quotidien. Les nouveaux arrivants utilisent principalement des applications comme WhatsApp et Messenger pour contacter famille et amis dans leur pays d'origine. Et puis, je termine cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec ce nouveau fascicule du Net Tendance qui est sorti cette semaine et qui nous confirme que les Québécois font comme la plupart des gens à travers la planète et donc font de plus en plus confiance aux médias sociaux comme source d'information, tandis que l'utilisation des sites web, elle, commence à diminuer. La télévision, les réseaux sociaux et la radio sont les principales sources d'information avec une augmentation de leur utilisation. Facebook demeure le réseau social le plus populaire chez les 18 ans et plus, suivi de YouTube, Instagram et TikTok. Malgré cette tendance, le temps passé sur les réseaux sociaux a diminué de 43 minutes. On y passe donc en moyenne 2h50 par jour. On a également appris la bonne nouvelle, d'ailleurs, que l'écoute des podcasts a également augmenté au Québec. 1/3 des adultes québécois ont l'habitude d'en écouter, avec une préférence pour les nouvelles, les sports et les voyages. Pour regarder ça de plus près, on retrouve à l'instant Claire Bourget de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Bonjour Claire. Bonjour Bruno. Claire Bourget, encore une édition du Net Tendance fort intéressante qui confirme que les Québécois font de plus en plus confiance aux médias sociaux comme source d'information. C'est pas rien ça. Non, c'est pas rien. Puis c'est une croissance qui est observée. On est à cette année, en fait, c'est les chiffres de 2022 là.
38% des adultes québécois qui font soit très ou assez confiance aux nouvelles et actualités qu'ils retrouvent sur les médias sociaux. Puis c'est quand même 13 points de pourcentage d'augmentation. C'est quand même notable, surtout en contexte où de ce qu'on observe là, 2022 par rapport à 2021, c'est à peu près le même pourcentage là, d'adultes. On est à un petit peu plus de 3 adultes sur 4 qui utilisent les réseaux sociaux de façon générale. Puis, ce qu'on a observé, c'est qu'ils y passent moins de temps. Ben oui. Pandémie, on était beaucoup en ligne, donc il y a une réduction à ce niveau-là, mais au niveau de la consultation, l'utilisation des réseaux sociaux, médias sociaux, on voit que la confiance est là, confiance en hausse. Et c'est vraiment, et c'est ça qui est intéressant dans votre étude parce que on voit vraiment que c'est les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde les sites web qui offrent du contenu d'information, on voit que eux connaissent une baisse, alors que les réseaux sociaux, eux, sont en croissance là par rapport à la recherche d'information. Oui, ben en fait, on demandait aux gens quelle est la source que vous utilisez le plus souvent là comme média. Puis, on voit même les médias traditionnels, télévision, presse écrite, c'est même en hausse, Ouais. en hausse légère, mais c'est en hausse. La radio un peu en hausse, les réseaux sociaux le plus en hausse, si on veut, là, avec un 9 points d'augmentation, mais les sites web qui offrent du contenu d'information, il y a une baisse. On est à moins 7 points de pourcentage. C'est nouveau. Oui, et surtout qu'à l'heure où il y a une grosse discussion entre le GAFAM, les Facebook et les Google, qui disent que, écoutez, nous, on n'a pas besoin des nouvelles, on vous oblige pas à être là, puis là, on est en train de se rendre compte que les gens utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer. Exactement. C'est pas anodin là, comme chiffre à amener dans la discussion. Exactement. Puis même ce qu'on observe quand on creuse un petit peu là, au niveau des réseaux sociaux, pour l'ensemble de la population, c'est 42%, mais quand on va chez les plus jeunes adultes, là, toute la tranche du 18 à 44 ans, on est dans presque du 60% d'utilisation des réseaux sociaux comme principale source. C'est dire l'importance, là. L'importance de ça, parce que tout ce segment-là de la population, on sait qui vieillit, puis que ça demeure créneau super important. Là, Tu sais, quand on parle de l'importance du net tendance pour voir l'évolution de la pratique numérique chez les Québécois, maintenant 2 décennies, là, ben c'est une belle illustration. Il y a vraiment une mouvance. Là. Les Québécois vont chercher leur information ailleurs si on compare à il y a longtemps. Là. C'est ça. Ben, tu sais, par rapport au projet de loi C-18, par exemple, nos chiffres démontrent l'importance d'agir sur justement toutes les relations entre les GAFAM puis les entreprises de médias au Québec. Là. Dans cette édition qui s'intéresse à l'usage des réseaux sociaux, c'est une fois là. Toujours intéressant, c'est de voir, j'allais dire, le palmarès un peu de l'utilisation des réseaux sociaux par les Québécois. Et là, vous nous confirmez que Facebook, tu sais, malgré là, TikTok et Instagram qui sont très à la mode, ça demeure toujours Facebook qui est le navire amiral dans le portrait des réseaux sociaux les plus utilisés par les Québécois. Exactement. Mais il faut dire par contre que c'est chez les adultes de 18 ans et plus. Ouais. Parce que si on va dans le 12-17 ans, là, on sait que le portrait changerait. Le portrait changerait. Mais oui, Facebook est toujours grand numéro 1 avec 88% des adultes qui disent l'utiliser. Puis après ça, c'est YouTube à 69. On voit les écarts. Instagram 39, TikTok 34. Donc, il commence à se pointer, ouais. Après ça, ça descend, là, ça va dans du 20% pour tous les autres voire. Ouais, l'autre, puis vous l'avez abordé tout à l'heure, puis je veux revenir là-dessus parce que c'est important. Puis c'est un peu comme vous le disiez, hein, c'est peut-être un repositionnement ou c'est revenir à la normale, en guillemets. Il y a la chute de temps qui est passée sur les réseaux sociaux, c'est quand même important. On parle de 43 minutes, c'est pas rien. Oui, il y a une baisse de la durée du temps passé sur les réseaux sociaux, mais probablement, tu sais, c'est la comparaison 2021 à 2022. Fait que c'était 2021, ben c'est pandémie pas mal quand même là. Ouais. 2022, ben on en était sorti.
Fait que probablement pour l'année en 2023, Ça va te réajuster un peu. Claire, avant de quitter le sujet des réseaux sociaux, il y a quelque chose une nouvelle mesure que vous avez introduite dans cette édition, et c'est l'accès à des contenus payants pour s'informer en ligne. Et là encore, on voit que c'est quand même pas rien. Là, il y a un quart des Québécois qui ont décidé de payer pour accéder à du contenu d'information en ligne. Oui, on parle de contenu d'information payant comme on donnait comme exemple le Devoir, l'actualité. On sait qu'ils ont des modèles d'affaires payants. C'est effectivement un adulte sur 4. Puis encore là, quand on regarde dans certains groupes d'âge, chez les 25-34, par exemple, c'est 57 %. Quand même. C'est plus de la moitié de ce segment-là qui paie pour obtenir de l'information. C'est intéressant, hein, parce que c'est une tranche d'âge qui a toujours connu l'information payante à quelque part en papier, que ce soit magazine, que ce soit journaux. Alors, eux sont toujours enclins à payer pour ça. Tu sais, quand on regarde le début là, d'Internet, où on se disait jamais les gens vont payer pour avoir de l'information en ligne, oubliez ça, c'est sûr que ça a pris du temps, là. Mais c'est en train, je pense, de s'instaurer comme pratique. Et là, on le voit dans les chiffres. Claire, en terminant, là, c'est mon moment bonbon, là, vous me faites plaisir. Vous parlez dans cette édition-ci de podcast, de balado au Québec. Et là, beau chiffre, vous le confirmez, là, il y a le tiers des adultes québécois, 34 % qui ont maintenant l'habitude d'écouter une balado. Oui, puis cette année, il y a une petite augmentation, on parle de 4 points de pourcentage, mais si on regarde, il y a quand même des catégories là qui vont chercher des hausses importantes. Là, par exemple, nouvelles et actualités, c'était 32 % en 2021, on est rendu à 49 %, les sports, c'est passé de 18 % 35 %. Donc, ce qui fait dire que ceux qui écoutent des podcasts, je pense qu'ils en ont écouté en 2022 davantage qu'en 2021. Fait que c'est une pratique, disons, qui est quand même peut-être plus en croissance qu'elle ne le paraît dans les chiffres, là, parce que ceux qui écoutent des podcasts, en écoutent plus. Ils passent plus de temps. Donc, c'est une pratique qui prend de plus en plus place chez les Québécois. On le voit là. Bon, en tout cas, au nom de la communauté des podcasteurs et de la podcastosphère québécoise, merci beaucoup pour ces chiffres, de les avoir inclus dans cette édition-ci. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que s'ils veulent mettre la main sur ces chiffres-là et beaucoup plus, la nouvelle édition du Net Tendance est disponible. Évidemment, vous pouvez passer par le site de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, mais vous pouvez aussi rentrer tout simplement sur Google, Net Tendance, du Google, mais ça pourrait être n'importe quel bon moteur de recherche, là. Net Tendance, vous allez tomber là-dessus. Et donc, c'est cette édition-ci qui porte sur l'actualité, les réseaux sociaux et la balado. Claire Bourget, directrice Intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir me parler. C'est plaisir, Bruno. Au revoir. Cette semaine, la grosse annonce, c'était évidemment la présentation du fameux casque de réalité mixte. Comprendre ici qu'il sert autant pour la réalité augmentée que pour la réalité virtuelle, le Vision Pro d'Apple. Certains parlent d'un casque, Apple aime mieux le positionner comme un ordinateur et parle d'informatique spatiale. Comme ils ont déjà révolutionné le monde des ordinateurs personnels, celui de la musique et du téléphone, je veux bien leur donner le bénéfice du doute. Mais pour revenir sur le casque, il est intéressant de savoir qu'il y a un peu de Québécois dans ce casque-là. En 2017, Bernard Neveu,
a vendu son entreprise Virvana à Apple, entreprise qui se spécialisait dans la VR et avait déjà son casque bien en main. Et lui et ses collègues sont partis à Cupertino pour travailler sur le casque d'Apple en développement. Cette semaine, en voyant l'annonce, évidemment, j'ai eu une pensée pour lui et son équipe parce que c'est finalement leur vision qui a finalement abouti avec ce produit qui sortira l'an prochain. Et pour la petite histoire, je me souviens très bien, moi, de Bertrand Neveu en janvier 2017 lors de l'édition du CES à Las Vegas, alors que je l'avais croisé dans un couloir d'hôtel pendant qu'il présentait son casque à des journalistes qui passaient par là, allant d'un événement à l'autre. Mais il y avait beaucoup de succès. Il y avait bien des gens qui étaient curieux de voir cette affaire-là, ce casque de réalité virtuelle. Il en a fait du chemin depuis ce Bertrand Neveu et il a accepté mon invitation à venir partager ses émotions entourant la sortie du nouveau casque d'Apple et c'est sur sa moto. Oh, vous avez bien entendu, sa moto en route quelque part à Montréal qu'on le retrouve à l'instant. Bonjour Bertrand Neveu. Bonjour. Comment vous vous sentiez cette semaine quand finalement Apple a accouché de son casque de réalité mixte? C'était grande fierté. Je dirais que ça a été l'aboutissement de 18 ans de dur labeur. Puis c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas dans tout ça, mais il y a toujours eu comme ma femme dit souvent, eye on the prize. Donc, j'avais un objectif en tête, puis je savais que ça allait arriver. Puis, entre-temps, j'ai décidé de redonner au Québec avec Triptyque Capital, mais c'était super intéressant. Aussi, ça faisait 2 ans que j'avais quitté, c'est qu'il y avait aussi le petit côté anticipation et ce qu'ils disent chez Apple, c'est surprise and delight. Donc, j'ai vraiment été surprised in the light. C'était vraiment une belle annonce. Est-ce qu'il y a beaucoup du totem que vous avez retrouvé dans le Vision Pro d'Apple? Oui, quand même. Je dirais que une de nos caractéristiques était assez innovante sur le totem. C'était il y avait une roulette sur le côté qui permettait d'aller de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, des deux côtés, disons. Donc, si on tournait la roulette vers nous, on allait en réalité virtuelle immersive. Puis si on tournait vers le monde extérieur, c'était la réalité augmentée. Et puis, quand on a fait le démo à Johnny Ive, c'est vraiment ce qu'il a, en bon québécois, sorti de ses shorts. Donc, c'est la première chose qu'ils nous ont demandé de breveter quand on a joint Apple. Donc, je pense qu'il s'appelle le Digital Crown sur le Vision Pro. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu incorporer dans leurs produits. C'est drôle parce que en la voyant, je trouvais qu'elle me faisait penser un peu justement à la couronne qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Avez-vous l'impression que vous avez aussi influencé l'Apple Watch? Non, je dirais que c'est le contraire. C'est qu'eux, ils aiment prendre des codes existants puis les transposer dans leur ligne de produits. Donc, moi, un des privilèges que j'ai eu, c'est quand celui, parce qu'il y a des Engineering Program Manager chez Apple, et puis qui appelle des EPM. Puis le EPM qui était responsable du bouton et de la transition, tout ça, quand il a écouté un talk que j'avais fait au Augmented World Expo, où j'expliquais tout ça, puis quand il a pris connaissance que c'était un peu mon bébé sur le totem, il m'a mis dans les meetings, tout ça, puis justement, c'est là qu'ils ont expliqué que ils prenaient le crown de l'Apple Watch pour l'amener sur le casque pour que ça soit une continuité. Donc, c'était quand même intéressant de voir le processus créatif de ce côté-là. Vous nous l'avez dit, vous avez quitté Apple en 2021, mais il restait quand même des gens, vos ex-collègues de Virvana, qui sont encore chez Apple puis qui ont travaillé jusqu'aux dernières journées là, sur le casque. Oui, quand on a emménagé en Californie, on était 9 geeks. Puis la plupart ont travaillé un bon 1 an et demi. Parce que moi, j'ai déménagé avec ma famille, mais j'avais des collègues que leur famille était pas prêts à déménager en Californie. Fait qu'eux, ils étaient sur un régime de 3 semaines en Californie, 1 semaine à Montréal. Puis après 1 an et demi, c'était assez taxant.
Donc, j'ai pu convaincre mon patron, vu qu'il a vu la valeur qu'on amenait, de permettre à certains collègues de travailler de Montréal. Donc, il y en a qui sont revenus à Montréal pour être plus proches de leur famille. Puis moi, quand je suis revenu à Montréal après 3 ans, une de mes missions, c'était partir un bureau physique à Montréal pour leur permettre d'avoir un endroit plus confortable à se rencontrer puis tout ça. Donc, à l'heure actuelle, il reste 6 personnes sur les 9 qui sont chez Apple. Il y en a 4 à Montréal puis 2 en Californie. Il travaille toujours sur la Vision Pro. Exact. Ce casque-là, il est presque 5 000 canadiens si on arrondit gros. Ça vise quel marché exactement? Ben, ça dit, c'est un Vision Pro. Fait que c'est vraiment le marché des professionnels ou des enthousiastes. On va pas se cacher un peu comme les AirPods Max. Là, je veux dire, c'est assez cher, donc c'est souvent des professionnels qui ont ça. Mais ça veut pas dire que des enthousiastes peuvent pas l'acheter. Mais moi, comme on a vu dans la présentation, c'est vraiment un ordinateur en soi comparé à la compétition. Oui, ils sont moins chers, mais c'est plus une genre de console jeu vidéo en immersion, alors que le casque d'Apple, tu peux tout faire ce que tu fais sur un Mac, sur le Vision Pro. Donc, c'est juste une question d'apprendre ce nouveau médium. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé au Developers Conference, c'est que on a besoin de développeurs pour créer, un peu comme quand l'iPhone est sorti, ils ont ouvert le App Store pour que les développeurs aient des applications sur leur store. Mais ça va être un peu la même chose sur le Vision Pro. Si on faisait une comparaison à des produits qui ont marqué leur temps et qui ont révolutionné le domaine, il y avait le Mac à l'époque qui a vraiment révolutionné l'ordinateur personnel. Évidemment, vous venez de le mentionner, il y a le iPhone qui a changé notre façon d'utiliser le téléphone. Est-ce que vous diriez que c'est comme le troisième élément important qu'Apple amène autour de cette industrie? Ben oui, Apple, un peu comme Disney, c'est des spécialistes du storytelling. C'est un peu ce que je dis aux entrepreneurs qui font des présentations pour lever de l'argent. It's all about storytelling. Donc, il faut avoir une bonne histoire à raconter qui vont faire un peu rêver les gens. Puis ça a été un peu ça lors de la présentation. Ils ont expliqué que le Mac, ça a été comme un précurseur ou un moment marquant de l'ordinateur personnel. Après ça, il y a eu l'iPhone, même s'ils n'étaient pas les premiers qui avaient BlackBerry, ils ont amené un peu le standard dans le monde mobile. Et puis là, même s'il y a déjà d'autres compagnies dans les ordinateurs spatiaux, le spatial computing, eux, ils amènent le standard dans ce domaine-là. Si je vous ramène un peu en arrière, là, je vais parler de 2014. Ça, c'est 3 ans avant l'achat d'Apple de Villanova. À l'époque, quand vous êtes lancé dans cette aventure-là, est-ce que vous, dans votre tête, parce que vous étiez quand même le fondateur, le PDG, aviez-vous l'idée d'aller conquérir le marché ou vous espériez à quelque part vendre cette création-là à quelqu'un? Ouais, moi, je voulais jamais vendre. Ça a été un deuil de vendre. Moi, quand j'ai parti en 2005, c'était vraiment de créer c'est ironique, là, mais ça fait du sens, c'est créer l'Apple du VR à Montréal, parce qu'à la base, c'était un casque VR. Moi, j'étais un grand fan d'Apple au niveau de simplifier la technologie. Puis c'est pas une coïncidence qu'on a décidé de lancer un casque sur une console de jeu, parce qu'une console, c'est la simplicité. Donc, moi, je voulais vraiment démocratiser ce médium-là. Puis bon, c'est sûr que moi, je suis un grand joueur, donc je voulais pouvoir jouer à mes jeux en réalité virtuelle. Mais en 2014, quand on a levé du capital de risque, le but, c'était de faire un IPO. Là. C'était pas de vendre la compagnie, mais c'est un environnement très conservateur au Canada puis au Québec, de dire qu'on veut conquérir la planète, qu'on veut créer un nouveau segment de marché. C'était un chemin de croix très difficile. Il y avait une anecdote qui m'est venue en tête quand je regardais le dévoilement cette semaine de Vision Pro. Évidemment, je pensais à vous pendant ce moment-là et je nous revoyais dans les couloirs. Quand je vous ai vu, c'était pendant le CES à Las Vegas et vous étiez dans les couloirs d'un événement le soir. Je pense que vous aviez passé votre journée là à essayer de croiser des journalistes pour leur expliquer ce que vous aviez entre les mains. Les casques de réalité virtuelle, ça commençait, puis vous preniez
preniez vraiment le temps pour chaque journaliste qui arrêtait, dont moi, de leur montrer à quoi pourrait servir votre casque totem. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Ouais, je me souviens très. C'est en 2017. Justement, quand vous étiez dans le corridor, c'est au moment où on faisait le démo à Tom's Hardware, dans le Winds. Et puis, je me souviens, mon CTO était avec vous, puis il vous parlait, puis ça a été un moment qui a changé notre vie, là. Tu sais, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, là, si on veut scorer des buts, là, il faut être sur la glace, là. Donc, oui, c'est beaucoup de dédication, puis d'effort, d'aller à toutes les conférences, puis tout ça, mais c'est le seul moyen, parce que quand on est une start-up, on n'a pas vraiment de moyens, puis on n'a pas des moyens marketing. Le meilleur marketing, c'est d'aller à une conférence, puis on était très, 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 comment je pourrais dire, précaire dans ce moment-là. On n'avait pas de grand budget. On n'avait même pas le moyen de se payer un kiosque en bas des uniformes au CS. Ça coûte assez cher au CS. Donc, moi, je suis juste allé avec mon sac à dos, ma mallette avec le casque dedans, puis on avait eu la chance de rencontrer un des journalistes de Tom's Hardware à Toronto, un gars de Winnipeg que j'ai rencontré l'année dernière pour reprendre connaissance, parce qu'il a quand même été instrumental dans le fait qu'on a gagné Best in Show. C'est que je l'avais rencontré à une conférence à Toronto, puis il avait été vraiment impressionné par le casque, puis il avait dit à son patron, qui était le editor-in-chief de Tom's Hardware, il faut absolument que tu vois le casque de Nirvana au CES. Donc, c'est vraiment ça. On s'est texté. Il a dit, moi, je suis au Win. J'ai dit, hey, ça tombe bien, moi aussi, je suis au Win. On s'est trouvé une prise de courant dans un corridor d'un hôtel. Puis je me souviens, c'est là qu'on s'est croisés. J'ai fait le démo à Tom's Hardware. Puis à la suite de ce démo-là, on a eu un article incroyable qui disait que c'était la meilleure expérience qu'il avait essayé dans le domaine. Et puis, un jour ou deux après, on gagnait Best in Show. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens d'Apple vous ont contacté? Non, on était déjà en contact avec eux. On les avait vus à la GDC, Game Developer Conference, en mars 2016. Bon, c'est ça qu'on a... Puis pour prouver le point qu'on n'était pas intéressé à vendre, c'est que quand on les avait rencontrés en mars, ils nous avaient dit, nous, parce qu'on avait beaucoup de misère à trouver du capital de risque, puis on cherchait, vu que la part des capitaux de risque avaient déjà investi dans nos compétiteurs, à chaque fois qu'on allait voir un VC qui était spécialiste, c'est vraiment incroyable ce que vous faites, mais on a déjà investi dans notre compétiteur, fait qu'on peut pas. Donc, on avait fait un peu le tour du jardin, puis on s'est fait dire, peut-être ça vaudrait la peine d'aller voir les ennemis de vos ennemis sont vos amis. Donc, allez voir les compétiteurs des gros, puis eux, ils vont être intéressés. Donc, c'est là qu'on a commencé à avoir HP, Apple, Microsoft et autres, des gens qui étaient pas dans le secteur, mais qu'on se disait qu'ils pourraient être intéressés. Puis, c'est là qu'on a rencontré Apple en mars 2016. Puis, ils ont dit, c'est super intéressant vos choses, mais nous, on n'investit pas. Si on aime, on achète. Bon. Fait que moi, je les avais vraiment rayés de ma liste parce que j'étais pas dans le mindset de vendre ma compagnie. Puis bon, c'est sûr qu'on a gagné Best in Show, j'ai reçu un email d'Apple. Je disais, peut-être que la prochaine fois que vous êtes dans la Silicon Valley, venez nous voir. Puis moi, vu que j'étais pas vraiment intéressé de vendre en janvier 2017, tu sais, je m'étais dit, la prochaine fois qu'on est là, j'irai vous le montrer, mais tu sais, je m'attendais pas à rien. Puis ça a pris un autre 2 mois. Ça a pris 2 mois pour qu'on retourne à la Game Developer Conference à San Francisco en mars 2017. Et puis, quand je les ai rencontrés, là, en mars, j'étais rendu un petit peu plus dans l'optique que il y avait un hiver de la VR qui s'en venait, que ça allait être difficile, qu'il fallait lever beaucoup d'argent pour survivre un peu l'hiver qui s'en venait. Donc, j'étais plus ouvert à l'idée de vendre. Et puis, la première journée, ça a été une journée... j'ai fait des démos à une 50 ingénieurs. Donc, ça a été une journée assez chargée. Puis la deuxième journée, ils nous ont dit,
revenez, je pense que vous avez de quoi d'intéressant, puis je veux vous le présenter au leadership, aux exécutifs qui prennent des décisions. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais venir. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis c'est là que j'ai pu faire le démo à Johnny Ive, puis impressionner la personne la plus importante après Tim Cook chez Apple dans le temps. Donc, ça a été un moment très marquant pour moi. Ouais. Bertrand, est-ce que vous êtes heureux de ce qui est devenu le totem aujourd'hui? Tout à fait. Je veux dire, les gens réalisent pas, là, mais c'est le travail acharné. Quand j'ai joué en 2017, on était déjà 300 employés. Quand j'ai quitté en 2021, on était rendu 1000. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a au moins 3000 personnes qui travaillent là-dessus. Donc, tu sais, c'est un effort titanesque pour arriver à ce résultat final-là qui est assez incroyable. Moi, je persiste et je signe, c'est le produit de consommation, c'est consumer electronic le plus complexe de l'histoire. Là. C'est vraiment une merveille technologique où il faut, bon, oui, bien sûr, de la bonne électronique, tout ça, mais il faut aussi une gestion de la chaleur, une gestion du poids, l'ergonomie, il faut que ça soit beau, c'est presque même un article de mode, donc il y a beaucoup d'efforts qui a été mis dans ce produit-là. Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques années pour apprécier ce que c'est vraiment. Ah, tout à fait. Moi, je dis toujours que c'est un moment Macintosh. Donc, tu sais, c'est pas un moment iPhone. C'est très cher, mais c'est une nouvelle façon, un nouvel outil créatif qui va décupler la productivité humaine. Ça va permettre aux humains d'apprendre de manière plus naturelle, d'utiliser la voix au lieu d'un clavier. À place d'une souris, ça va être les yeux. On va faire du clic avec les yeux puis un petit mouvement de la main. Donc, c'est tous des nouveaux codes qu'il va falloir apprendre, mais une fois que les développeurs vont créer des applications qui vont être 10 fois plus efficaces que sur un ordinateur, c'est là que le médium va venir hyper populaire. Donc, oui, ça va prendre un peu de temps, mais pour moi, c'est inévitable. L'être humain a évolué dans un monde 3D spatial. Donc, on veut prendre avantage de ça. En ce moment, on utilise un clavier souris parce que c'est l'interface la plus productive qu'on a trouvée à date. Mais je crois vraiment qu'en utilisant la voix, les mains, les yeux, on va pouvoir atteindre des niveaux encore plus élevés de productivité. Bertrand Nepveux, fondateur et ancien PDG de Virnava, mais aujourd'hui cofondateur et partenaire de Triptyque, un groupe de VC. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis bonne route. Merci Bruno pour l'opportunité. Bye. Bye. Voilà, c'est fait. La France a maintenant une loi pour encadrer spécifiquement le travail des influenceurs. Et on a entendu tellement de choses pendant l'étude de ce projet de loi que je me suis dit que ça serait bien de voir maintenant que c'est une loi, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la réalité, dans le quotidien des influenceurs et ceux qui travaillent avec eux. Alors, qui mieux que l'éditrice en chef du site Gens d'Internet pour nous faire le portrait? Moi, je connais pas mieux. Alors, on y va de ce clic, la rejoindre à Paris. Bonjour, Myriam Roche. Bonjour, Bruno. Myriam, donc, c'est fait, c'est officiel. On en avait déjà parlé, mais je voulais voir maintenant que c'est une loi, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des influenceurs et des boîtes qui travaillent avec ces gens-là? Comme tu l'as dit, après plus de 6 mois de discussion entre les agences et les plateformes, ça y est, donc en France, une loi a été votée. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Pour en tout cas les créateurs qui avaient déjà l'habitude de travailler de manière convenable avec les marques et en toute transparence avec leurs abonnés, il va pas y avoir grand-chose qui va changer, puisque dans ce qui est obligatoire maintenant, mais de ce qui faisait certains déjà, c'est de préciser quand il y a un partenariat rémunéré avec des mentions publicité ou collaboration commerciale,
commerciales qui doivent être présentes sur tous les posts. Mais le petit changement, c'est que pour la vidéo, il faut que cette mention soit visible tout au long de la vidéo. Donc, si vous avez une vidéo qui fait 30 minutes et que le partenariat est juste là durant les premières secondes, eh ben, faut quand même voir collaboration commerciale ou publicité pendant les 30 minutes. Donc ça, c'est le gros changement. Ouais. Okay. Autre gros changement aussi à ce niveau-là, qui reste encore un peu flou, c'est quand un créateur de contenu est invité par une marque sur un événement ou lors d'un voyage presse, et ben dans la loi aujourd'hui, il est précisé que cet influenceur doit aussi le mentionner à sa communauté, donc soit dire qu'il s'agit d'une publicité ou d'une collaboration commerciale, ou certains, de ce que j'ai vu aujourd'hui, par exemple, eh ben ils mettent bien invitation, j'ai été invité par telle marque pour aller sur cet événement. Donc il y a aussi besoin de voir afficher cette mention là, puisque selon les législateurs, quand une marque invite un créateur sur un événement, il y a quand même collaboration derrière. Est-ce que ça va aller jusqu'à inscrire pendant 30 minutes le fait qu'ils avaient été invités à cet événement-là? Alors, c'est encore, comme je le disais, assez flou sur le côté invitation. Est-ce que véritablement il y a besoin de spécifier ce terme-là sur tous les posts, sur toute la vidéo? Je ne pense pas. Mais ce qui est inscrit en tout cas actuellement, c'est effectivement, il faut que ce soit précisé tout au long de la vidéo. Donc, si elle dure 30 minutes, avec l'exemple que je t'ai présenté tout à l'heure, il faut que ce soit présent pendant 30 minutes. Donc ça, c'est un des gros changements. Le partenariat doit être clairement inscrit sur les publications. Autre gros changement, c'est lorsqu'il y a une collaboration commerciale, il faut un contrat, donc passer entre le créateur de contenu et l'agence ou entre le créateur de contenu et la marque. Mais petit twist par rapport à ce qui a été prévu à l'Assemblée nationale, c'est qu'au Sénat, il a été préciser que il y aura un contrat obligatoirement, mais à partir d'un certain montant. Donc pour le moment, le montant, on le connaît pas encore. Il va y avoir un décret qui devrait passer ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour indiquer à partir de quel montant il y a obligation d'avoir un contrat entre les différentes parties. Et ce contrat va permettre, si jamais il y a un manquement sur la publication, ou si c'est une arnaque, ou s'il y a des mots utilisés qui sont mauvais, etc., ça va permettre à la fois d'inclure la responsabilité de l'influenceur, mais également de la marque et de l'agence, pour que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule et même personne. Ouais. Donc du coup, vu que tout le monde est impliqué, tout le monde devrait faire attention à ce qui est posté lors d'une collaboration. Mais Myriam, pour les influenceurs les plus sérieux, là, les grands noms, quand il y avait des partenariats qui étaient importants avec des fabricants, peu importe le produit, là, il y avait quand même ce type d'entente qui était signée. Là. Je pense à des fabricants automobiles ou à des maisons de design, de peu importe. Là. Évidemment, en tout cas, les grandes entreprises qui ont un service juridique et qui font appel à des créateurs de contenu avaient déjà mis en place, mais depuis même une dizaine d'années pour les premières, des contrats signés entre la marque et le créateur de contenu. Là, ça cible surtout, nous, le gros problème qu'on avait en France, c'est les influenceurs issus de la télé-réalité qui faisaient beaucoup de placements de produits pour des dropshippers, donc des boutiques de dropshipping qui sont basées un peu à l'étranger, où on ne sait pas véritablement qui sont derrière. Et si je te demandais d'expliquer des dropshipping, c'est quoi ça? Alors, c'est tout le monde qui connaît cette expression-là. Alors, le dropshipping, c'est un acte commercial qui est pas interdit en France, mais qui consiste à ouvrir une boutique, présenter des produits qu'on n'a pas en stock, mais qu'on va aller commander sur des sites généralement asiatiques, où on va directement, dès qu'il y a une commande sur notre site, on va la commander sur le site. Et en fait, les dropshippers, pour gagner de l'argent, ils vendent le produit beaucoup plus cher que si on avait été l'acheter nous-mêmes sur le site. Et donc, en France, il y a beaucoup de boutiques de dropshipping qui sont un peu montées ici et là et qui faisaient appel aux influenceurs de télé-réalité pour vendre un assez gros stock et puis se renouveler, etc. Et ces boutiques-là, il n'y avait pas forcément des contrats où c'était pas très clair sur qui était derrière, pourquoi l'influenceur était payé, etc. Donc, cette loi et cette partie-là cible davantage ces personnes-là qui étaient pas très regardantes à ce niveau-là. Mais évidemment, les créateurs de contenu qui évoluent dans le secteur depuis des années et des années travaillent avec un contrat lorsqu'il y a une collaboration rémunérée.
Et si je peux donner un dernier point, parce qu'après, ce qu'il y a dans la loi, ça change pas grand-chose, mais c'est tous les produits interdits aujourd'hui aux influenceurs. Donc, ils ont interdiction de faire de faire une publication rémunérée pour parler de chirurgie esthétique, de produits contenant de la nicotine, de produits ou de formations ou que sais-je thérapeutiques, ou encore de NFT qui seraient pas tous ces produits financiers qui seraient pas en accord avec l'AMF, si dans mes souvenirs, c'est le bon organisme. Encadré par un organisme officiel. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est bien, ça vient mettre au clair aussi des questions que beaucoup avaient sur plein de produits qu'on pouvait voir mettre en avant par des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc la liste, pour le moment, elle est assez petite, mais peut-être qu'au fur et à mesure, des produits viendront s'y glisser selon les dérives qu'on peut voir ici et là sur les réseaux sociaux. Quand je te lisais sur le sujet cette semaine et quand je t'écoute encore maintenant, j'ai l'impression que dans le fond, les gros joueurs de l'influence en France, ça va pas vraiment changer leur pratique parce que ces gens-là étaient assez droits dans leur pratique. Dans le fond, cette loi-là, elle va protéger les consommateurs dans certains cas où il y avait des gens qui commençaient à prendre des largesses. Est-ce que je lis bien là? C'est exactement ça. Le point de départ de la loi, c'est des consommateurs qui étaient venus se plaindre de certaines pratiques sur les réseaux sociaux auprès de certains députés français, et notamment des consommateurs qui avaient pu investir des sommes assez grosses d'argent dans des placements financiers ou des NFT, et qui derrière n'avaient pas vu parce qu'on leur promettait, à savoir vous allez devenir riche ou ce genre de choses. Et c'était donc des sommes qui pouvaient aller de 5 000 à 10 000 euros, donc des très grosses sommes. Et avant tout, le point de départ de ces lois, donc comme je le disais, c'est effectivement d'aller protéger les consommateurs et de faire en sorte que les arnaques qu'on pouvait voir ici et là sur les réseaux sociaux soient déjà punies, c'est-à-dire que les personnes qui mettent en avant ces collaborations, il y ait un impact derrière, puisqu'elles n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais aussi de montrer aux consommateurs qu'ils sont entendus, puisque certains, ça fait des années qu'ils dénoncent les arnaques issues d'influenceurs. Alors sur des produits peut-être un peu moins risqués que les placements financiers, comme des produits pour cheveux, des produits de beauté, ou encore des vêtements reçus et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils avaient commandé. Bon, là, c'était des petites sommes, mais quand même, c'était des arnaques. Et donc là, on était passé à un stade qui était devenu beaucoup trop gros et où il fallait véritablement agir. Et d'ailleurs, cette semaine, la DGCCRF, donc en France, c'est l'organisme où on peut signaler et qui encadre un petit peu les bonnes pratiques, à lister le nom des influenceurs qui avaient reçu une injonction pour mauvaise pratique. Donc maintenant, on peut également se faire afficher sur les réseaux sociaux et via directement le gouvernement, enfin cet organisme de gouvernement, si jamais on fait mal les choses. Donc ça y est, il y a enfin des risques. Ouais, ça, c'est l'affichage de la honte. On veut pas se retrouver là. Quand on s'est reparlé les autres fois, puis je te lisais parce que tu couvres ça au quotidien, là, on sentait toujours qu'il y avait une appréhension des influenceurs par rapport au projet de loi. Et puis, c'était tout et n'importe quoi, là, parce que dépendamment de quel député parlait du projet, à un moment donné, ça s'arrêtait plus. Maintenant que la loi, elle est connue, maintenant qu'elle est passée, comment ils vivent ça? Comment tu vois ça en général? Moi, je trouve que la plupart des créateurs de contenu sont assez sereins vis-à-vis de cette loi, c'est-à-dire que ils avaient effectivement peur que le secteur de l'influence soit beaucoup trop encadré par rapport à ce qui peut être fait ailleurs. Et là, ils sont quand même rassurés de voir que ce qu'on leur demande, c'est d'être totalement transparent avec leur communauté, ce qui, encore une fois, pour certains, c'était déjà le cas. Il y avait aussi une peur de la part des agences et des plateformes, donc qui mettent en relation les marques et les influenceurs, puisque elles aussi sont concernées par cette proposition de loi, et elles aussi avait peur que il y ait beaucoup trop d'encadrement et que ça soit beaucoup plus compliqué de mettre en place des campagnes, etc. Donc je dirais que l'ensemble des acteurs de l'influence sont quand même assez rassurés par rapport à cette loi, même s'il y a certains points qui posent question, notamment comme je le disais tout à l'heure sur les invitations aux événements. Si on lit explicitement dans le texte, on pourrait penser que par exemple des journalistes pourraient eux aussi faire partie de cette loi-là, puisqu'ils peuvent avoir une influence sur les réseaux sociaux et peuvent être conviés à des événements.
Mais après en avoir parlé avec certains avocats, pour eux, il n'y a pas de question et c'est assez clair à ce niveau-là. Donc voilà, je dirais qu'ils sont assez rassurés et que ceux qui ont peut-être un petit peu peur, c'est ceux qui n'avaient pas l'habitude d'avoir ces pratiques, d'être transparent et de faire des placements de produits qui soient pas des arnaques. Ah, finalement, on peut saluer les élus qui ont écouté l'industrie parce qu'il y a eu plusieurs consultations qui ont été faites et il faut croire qu'ils ont été entendus. Alors, ils ont été entendus et surtout, après le premier vote à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y avait des créateurs de contenu qui étaient spécialisés dans tout ce qui est placement financier, produits financiers comme les NFT, les crypto-monnaies, etc., qui s'étaient un peu soulevés sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait une partie de la loi qui était assez restrictive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en France, il leur était impossible de nouer des partenariats avec des entreprises, alors que le Sénat a vraiment allégé cette partie-là. Comme je disais, il faut que les organismes soient enregistré au sein d'un organisme gouvernemental. Donc, c'est beaucoup plus allégé que ce que ça l'était au départ. Et donc, effectivement, les législateurs ont pris le temps d'aller écouter chacune des parties pour vraiment se rendre compte de ce qu'est véritablement ce secteur-là, puisque c'est pas des spécialistes, c'est des personnes qui ont simplement été sollicitées par des consommateurs à un moment donné. Myriam, avant de te laisser, parce que je sais que tu suis tout et surtout tu vois tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tu as parlé cette semaine d'une nouvelle fonctionnalité qui est utilisée par des influenceurs sur Instagram et on avait eu vent que ça se faisait, mais c'est la première fois en te lisant que j'ai vu que c'était utilisé. Et donc, c'est un fil de discussion qui est ajouté sur Instagram. Exactement. Alors, Instagram, on avait parlé en février dernier et avait annoncé la sortie des broadcast channels, donc en français, des canaux de diffusion destinés aux créateurs de contenu et aux médias. Et en France, donc le 6 juin, il y a plusieurs créateurs de contenu qui ont lancé leur channel sur Instagram et ils ont la possibilité, du coup, d'inviter leur communauté à les suivre dans leur quotidien, à écouter leurs messages, à les lire, à regarder des vidéos, etc., qui sont exclusives. Donc, ils ne sont partagés que sur ce canal-là. Et la petite particularité, c'est que seul le créateur de contenu peut parler dans ce channel et il peut également inviter des personnes à parler ou à réagir avec lui. Mais les abonnés, ceux qui les suivent, ne peuvent simplement que répondre par des emojis à certains messages ou répondre à des sondages que le créateur peut lancer ici et là. Donc, c'est vraiment au tout début, Instagram avait lancé ça et avait réfléchi à cette nouvelle fonctionnalité pour permettre aux créateurs de nouer davantage de liens avec leur communauté et faire en sorte que ce lien perdure dans le temps, même quand on a une très grosse communauté. Donc, à voir comment est-ce que ces créateurs vont l'utiliser ces prochains jours. Là, ça vient tout juste d'être lancé, donc ils sont encore au taquet, mais peut-être que ça va un petit peu baisser au fil du temps. Mais c'est intéressant parce que pour utiliser une expression qui viendrait de la langue de Shakespeare, j'ai l'impression que ça crée un safe zone pour les influenceurs parce qu'ils peuvent parler, être encore plus présents que par des vidéos, des photos, et puis ils n'ont pas le risque de se faire rattraper par des gens qui les aiment pas, là. Exactement, c'est un peu comme ça aussi que certains l'ont défini, c'est un espace où je vais pouvoir vous partager un peu plus de ma vie privée, montrer ce que je ne montre pas aux autres abonnés, parce que vous qui me suivez sur ce channel-là, vous êtes vraiment ceux qui sont intéressés par moi, ma personne, et ce que je peux faire. Après, ce channel est quand même assez mis en évidence dans le profil des créateurs de contenu, puisqu'il est directement lisible en bio sur Instagram, et il suffit de cliquer pour accéder au channel. Donc, ça peut être une safe place, à voir encore une fois comment est-ce qu'ils vont l'utiliser et ce qu'ils vont véritablement y partager dessus. Et puis, ça sera probablement un élément qui pourrait être commercialisé ou monétisé à bientôt. Hein. Exactement. Je pense que c'est aussi l'objectif d'Instagram, peut-être à terme. Donc, on va suivre ça de près. Intéressant. Myriam Roche, c'est toujours intéressant de te parler. Je rappelle que tu es éditrice du site, moi j'appellerais ça un média, genre d'Internet. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être présente et puis merci pour tes explications concernant la loi qui maintenant encadre le travail des influenceurs. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore pour l'invitation. On voyage pas mal aujourd'hui de Paris. Je vous amène maintenant à Dubaï pour rencontrer mon prochain invité.
Il y a un nouveau service qui vient d'apparaître à Montréal pour faire de la recharge de voitures électriques, mais mobile. C'est-à-dire que le propriétaire d'un véhicule électrique qui n'a pas de borne de recharge autour de lui et qui veut recharger son véhicule peut maintenant commander un service de recharge de la batterie et un véhicule va se déplacer à son véhicule pour le faire, pour le recharger. Pour le moment, le test se fait à Montréal et je voulais en savoir un peu plus sur le service. Alors, on va aller rejoindre mon invité qui est, lui, à Dubaï, Jean-François Lapierre. Il est le directeur général division électrique de CAFU En Charge. Bonjour, Jean-François Lapierre. Bonjour, Bruno. Jean-François, donc, écoutez, vous avez passé un gros été, vous êtes en plein test de déploiement d'un nouveau service de charge de voitures mobiles. D'abord, parlons du service. Qu'est-ce que c'est au juste? Donc, on est une entreprise qui est spécialisée dans tous les services automobiles sur demande. On a développé un service pour le marché québécois avec une solution qui est faite 100% au Québec, qui vise à recharger les véhicules électriques de façon mobile. Donc, que ce soit les clients types pour nous, c'est les consommateurs qui habitent en ville, qui n'ont pas la possibilité d'installer une recharge à la maison, c'est pas tout le monde qui a une place de stationnement en ville à Montréal. Et aussi les flottes de véhicules électriques. Donc, dans le défi de l'électrification, pour les flottes de véhicules en ce moment, ils ont plusieurs défis. Donc, l'accès aux véhicules, l'infrastructure de recharge qui doit arriver de façon assez coordonnée et aussi Hydro-Québec qui doit venir connecter tous leurs dépôts et leurs infrastructures. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'opération ou de perte de temps durant leurs opérations, que les véhicules soient pas en service. Nous, on est là pour soutenir et garder tous les véhicules en charge. Et là, concrètement, quand on utilise les services de CAFU En Charge, est-ce qu'on est membre ou est-ce qu'on est client occasionnel? Donc, si on est un consommateur, il y a deux types de services. Si on est un consommateur, on download une application qui est disponible sur le site, sur le Apple Store et le Google Play Store. On est capable de télécharger l'application, on enregistre nos données et on peut, si vous voulez, commander le service sur demande. Si on est une entreprise, c'est une approche plus contractuelle. Donc, une entreprise nous contacte directement et on fait une analyse de leurs besoins et ensuite on est capable de venir les voir, soit que ça soit si vous voulez, une période de temps chaque jour, qu'on revient à chaque jour, ou si c'est sur demande aussi, les deux options sont disponibles. Là, présentement, au Québec, pour une partie de l'été, vous êtes en test de rodage, mais on parle d'un déploiement à partir du mois d'août. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où le service est déjà en place? Non, le Québec est le premier centre ou le premier marché où on a déployé la solution. C'est aussi où on a développé la solution. Donc, on avait la possibilité d'aller partout dans le monde et c'est au Québec qu'on a trouvé l'expertise pour nous aider à faire le design de nos unités et de trouver un marché où, que ce soit les consommateurs, que ce soit les entreprises, les gouvernements, tout le monde a la même vision, très alignée sur l'électrification. Donc, c'est un marché franchement super pour nous pour lancer le service. Puis là, je le disais, vous êtes en période de rodage, de bêta-test. C'est quoi les plus gros challenges que vous rencontrez? Il y en a plusieurs. Donc, on va dire que ça, c'est la phase 2 du bêta-test. Donc, il y a déjà eu une phase 1 du bêta-test où on était à Saint-Jérôme, où on a fait les premiers tests en milieu urbain, où déjà là, nous, on teste la solution et technique et l'application. On est capable de rapidement comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et faire les ajustements autant au niveau du véhicule, de notre prototype, que de l'application elle-même. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait dans les 2-3 derniers mois, justement, pour ajuster vraiment le premier jet de notre application et du service. Quand on arrive à Montréal, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, opérer à Montréal, c'est un milieu où il y a des rues plus étroites, il y a beaucoup plus de dénivelé, il y a de tout à Montréal. Donc, les grandes routes, les petites routes. La question que je me fais toujours poser, c'est comment est-ce que vous allez livrer votre service en hiver sur la rue Marianne sur le plateau Mont-Royal? Donc, la réponse à cette question est très simple. On n'ira pas sur la rue Marianne bloquer les gens. Donc, notre application permet d'avoir un zonage de zones qui sont identifiées comme sécuritaires pour que nous, on donne le service. Donc, ça, c'est quand on se positionne pour le consommateur. Au niveau des flottes de véhicules, là, on parle c'est des stationnements
où il y a pas vraiment Un enjeu. il y a pas de problème d'espace. Un autre des challenges intéressants, on s'est rendu compte que les garages intérieurs à Montréal sont beaucoup plus bas qu'on pensait. Donc, la règle générale, et quand on pense au véhicule le plus vendu au Canada, qui est probablement, ou jusqu'à tout récemment, avant que les Tesla arrivent, c'était probablement le F-150 à travers l'Amérique du Nord. Les F-150 ne rentrent nulle part à Montréal dans le stationnement. Donc, donc nous, on a notre véhicule qui est 100% électrique, c'est un e-Transit. Donc, le e-Transit peut circuler dans la plupart des stationnements qui permettent jusqu'à 2,1 mètres, mais si c'est des stationnements qui sont plus bas que ça, malheureusement, on peut pas y aller. Donc, c'est une limitation qui a amené le design de véhicules plus petits maintenant. Donc, voilà. Là, vous avez mentionné que vos tests ont commencé à Saint-Jérôme. Vous allez m'expliquer quelque chose. J'ai l'impression que Saint-Jérôme au Québec, c'est comme la capitale du véhicule électrique. Il y a tellement de tests de véhicules qui sont testés. Le ministère du Transport, je pense à Québec, fait ses tests là aussi. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Jérôme pour intéresser autant d'entreprises à être présentes dans le monde de l'électrique et de tester l'électrique, là? Non, c'est un bon point, Bruno. Nous aussi, on a été agréablement surpris quand on a fait notre démarchage pour venir, encore une fois, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Franchement, on a eu les gens aussi de Montréal International, que tu as mentionné, qui nous ont beaucoup aidés. Et dans le positionnement, la ville de Saint-Jérôme et certaines de leurs entreprises, si on pense à Lyon Électrique qui est présent à Saint-Jérôme, et d'autres, nous, on a fait un partenariat avec une firme qui s'appelle l'Institut du véhicule innovant, qui, en fait, ont été ceux qui ont fait le prototype pour Lyon Électrique dans leur tout début et qui sont aussi, ils ont fait le prototype de plusieurs des firmes électriques qu'on voit partout au Québec maintenant. Mais leur mandat est justement de faire du prototypage et de mettre des solutions, faire de la mise en marché le plus rapidement possible. Donc, c'est une expertise qui est très recherchée, deux, quand on les a contactés la première fois, c'était durant la COVID et eux, il y avait des contrats à n'en plus finir. Donc, il a fallu franchement que je fasse un pitch de vente pour les embarquer dans notre projet. Donc, il a fallu les convaincre. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Il a fallu que je convainque un fournisseur, mon fournisseur de travailler pour moi. Donc, voilà, ça a fonctionné. Ils ont embarqué. Tous les autres m'ont dit qu'on était fous, mais eux, ils ont embarqué avec nous. Donc, on a créé franchement une belle solution ensemble. Et c'est une solution qui est le plus important, qui est prête à prendre de l'envergure et grandir à grande échelle. C'est pas un one-off, comme on dit. Nous, on est là pour installer une solution qui sensiblement, on veut répliquer ce qu'on fait ici à la maison mère, où on fait autour de 20 000 services automobiles sur demande par jour. Donc, c'est une opération qui a quand même qui a pris beaucoup d'échelle au fil des années. Ben, c'est justement, parlons-en de développement, parce que là, vos affaires vont bien, les tests vont bien. Vous le dites, là, déjà plus de 20 000 véhicules qui sont traités. Je veux dire, à moyen terme, ça ressemble à quoi le développement de Café en charge? À moyen terme, nous, on a un plan clair pour les 18 prochains mois où notre entité aide à Montréal et nous, on veut grandir justement notre flotte opérationnelle et vraiment soutenir l'électrification à travers le Grand Montréal. On va avoir, jusqu'à la fin de l'année, on va avoir déjà une vingtaine de véhicules, probablement le double d'ici la fin de l'année suivante. Et là, c'est le début de la deuxième phase où, évidemment, on veut aller dans plus de villes, plus de grandes villes à travers le Canada, probablement aux États-Unis aussi. Mais là, il va y avoir une belle opportunité. Nous, on est très conscients que notre offre de service amène beaucoup de valeur, encore une fois, aux flottes de véhicules, les flottes qui sont en pleine transition vers l'électrification. Et c'est pas toujours des entreprises qui sont dans le Grand Montréal. Donc, nous, notre modèle d'expansion, on va avoir nos compagnies opérationnelles qu'on contrôle à 100%, mais on va laisser les opportunités aussi à travers un modèle de licence si quelqu'un veut partir le modèle à Sept-Îles, ou à Trois-Rivières, on va être capable de donner ça clé en main. Si vous voulez, voilà, on construit les véhicules, on vous donne un plan de location, on vous arme avec notre technologie et vous pouvez commencer de façon un peu à la Uber, si vous voulez. Donc, un entrepreneur pourrait se créer sa propre entreprise de recharge mobile et avoir un secteur dédié pour lui. Donc, c'est notre plan de match pour l'expansion. On est confiant que ça va bien marcher. On fait la même chose à la maison mère et ça marche très bien.
Si on regarde l'écosystème de la recharge ou de la charge là, au Québec, comment vous vous positionnez, vous? Est-ce que vous êtes un partenaire de Hydro-Québec ou est-ce que vous avez rien à voir avec eux et vous êtes un joueur indépendant entre Non, les deux? non, c'est une bonne question. Nous, on a, dès le début, avant de faire quoi que ce soit dans l'électrique au Québec, on a commencé des discussions avec Hydro-Québec, juste pour comprendre s'il y avait de l'appétit pour un modèle d'affaires comme celui-ci. Madame France Lampron a elle-même parlé des fameux orphelins de recharge. Donc, c'est des gens à Montréal que, donc quand j'ai entendu ça et quand j'ai lu ça dans les journaux, j'étais très content. Ça l'a validé notre modèle, c'était très bien. Mais encore une fois, on se perçoit comme un complément à l'infrastructure statique. Et surtout aujourd'hui, on voit, comme j'ai dit, surtout au Québec, tous, que ce soit les consommateurs ou les gouvernements, les flottes d'entreprises, tout le monde est en pleine transition. Chaque personne à qui on parle, leur prochain véhicule est un véhicule électrique. Ouais. Donc, pour soutenir, l'accès au véhicule peut paraître simple. Parfois, il y a des délais, d'approvisionnement pour le véhicule. Par contre, l'infrastructure de recharge, c'est vraiment un challenge important pour Hydro-Québec. Donc, ils ont fait un énorme travail avec le circuit électrique, ce qu'ils ont déployé dans la ville de Montréal à travers le Québec. C'est génial. La demande est encore très forte. Donc, nous, on est là pour complémenter pour les prochaines années les gens qui ont besoin de cette recharge-là. C'est pas tout le monde qui va être capable de se recharger surtout de façon rapide. Les chargeurs rapides sont encore rares. Sont encore, quand je suis à Montréal, aller trouver une recharge rapide, c'est 30 minutes, 45 minutes se rendre, revenir, prendre un pont, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on est là pour démocratiser, si vous voulez, l'accès à la recharge rapide en même temps. Donc, et pour le consommateur et pour les flottes de véhicules. Est-ce que vous desservez tous les modèles qui sont présentement disponibles sur le marché? Tous ceux avec le standard CCS et Tesla, aucun souci. Donc, il faut que ça soit de la recharge rapide, il faut que ça soit à travers CCS ou Tesla. Sinon, si les critères sont remplis, on est capable de recharger le client. Jean-François, en terminant, on va quand même pas laisser les gens de la rue Marianne à Montréal dans le noir. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces gens-là qui ont une voiture électrique et qui voudraient avoir une recharge? Ben, il y a plusieurs choses. On est en développement en ce moment pour des solutions un peu plus petites, si vous voulez. Même vraiment des plus petits véhicules, qu'on peut parler même d'une espèce de vélo avec un peu de maintenance dessus, avec un peu de recharge dessus. Il y a plusieurs solutions qu'on développe encore avec nos partenaires de l'Institut du véhicule innovant. Donc, on va le tenir au courant quand on va être prêt avec des solutions. Bon, alors on n'a pas besoin de déménager de la rue Marianne à Montréal. Merci beaucoup. Pas encore, ça va. Merci, c'est une bonne nouvelle. Jean-François Lapierre, directeur général division électrique chez CAFU en charge. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'aller faire un tour sur le site web pour avoir plus de détails et même télécharger les applications, c'est cafu.ca. Jean-François, qu'on rejoignait à Dubaï, ben merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre. Puis on vous souhaite quoi? Une bonne charge? Exactement. Merci Bruno, c'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ah oui, tiens, en passant, en me laissant, mon invité Jean-François Lapierre, à qui je viens de parler, là, me disait qu'ils sont en recrutement à Montréal. Alors, si ça vous intéresse de travailler dans le milieu de la recharge électrique, cafu.ca. Allez, autour maintenant de mes collègues. Cette semaine, mon ami Thierry Aubert, de retour d'un séjour en Normandie, dans cette belle France, s'intéresse aux retombées bénéfiques, entre guillemets, de la guerre dans le domaine des technologies. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Voilà, ça y est, je suis de retour pour ma chronique en direct de Suisse. Enfin, c'est pas tout à fait vrai puisqu'effectivement, je vous avais promis une carte postale sonore de Normandie. Eh bien, la météo a eu raison de moi puisqu'effectivement, il y avait beaucoup de vent, impossible de sortir un micro, impossible de profiter d'enregistrer une petite chronique en direct des plages du débarquement, mais je me suis quand même permis d'arriver à enregistrer quelque chose pour vous, pour un petit peu illustrer le propos de ce voyage, puis faire le lien avec la technologie, puisque j'avais très envie de voir
ce qu'avait amené le D-Day, le fameux jour le plus long, le fameux 6 juin 1944, la date du débarquement justement sur les côtes normandes, de savoir qu'est-ce qu'avait amené en matière de technologie cette arrivée des Alliés. Alors certes, vous allez tout de suite penser aux cigarettes, aux chewing-gum et puis au Coca-Cola, des produits américains qui sont venus comme ça, je dirais un peu plus facilement débarquer ici sur le marché européen. Mais je voulais m'axer sur la partie technologique pour voir ce qu'avait amené soit les Alliés, soit leurs ennemis, mais aussi la guerre en général, pour pouvoir faire le lien avec la technologie. Je vais vous parler de quelques produits, quelques outils, quelques éléments technologiques dont vous avez sûrement eu l'occasion de les utiliser. On va commencer par ce fameux disque, vous savez, au bout d'une tige et qui est branché à un petit appareil et des écouteurs. Non, je vous parle pas du Walkman ni d'un lecteur MP3. Il a un surnom, certains l'appelaient le grille-pain, d'autres tout simplement un détecteur de métaux. C'est effectivement à l'avènement de cette guerre, beaucoup se sont appliqués à trouver une parade aux mines déposées par exemple dans le sol. C'est cette guerre-là qui a fait venir comme accessoire indispensable aux militaires qui arrivent dans un autre pays et pourquoi pas sur une plage, le détecteur de métaux pour pouvoir détecter des mines. Alors, je vais pas rester sur les armes, on va parler d'objets un peu plus courants et un objet que vous avez peut-être dans votre cuisine, hein, c'est en travaillant justement dans une usine de construction de magnétrons, hein, vous savez, peut-être ces appareils utilisés pour la conception de radars pour l'US Navy, hein, donc c'est du côté des Américains, et c'est Percy Spender qui avait oublié tout simplement une barre de chocolat dans sa poche de son blazer, et quand il a pu tester son système, la veste était assez proche du rayonnement de son appareil, il a pu découvrir une odeur assez agréable et il s'est rendu compte que les ondes produites par cet appareil, effectivement, cuisaient ou réchauffaient les éléments, puisqu'il s'est amusé avec du popcorn et puis avec un œuf et il s'est retrouvé très très rapidement, hein, en 1947, à commercialiser les premiers fours du genre, les premiers fours micro-ondes. Et oui, c'est grâce à cette découverte un peu fortuite. Une autre découverte importante, mais qui a été cachée, elle, pendant de nombreuses années, si je vous le dis Colossus, ça vous dit pas forcément quelque chose, à moins que vous écoutiez un podcast qui se replonge dans le passé de la technologie, de l'informatique. Je vous laisserai deviner de quel podcast je parle. Voilà, c'est pour faire un petit peu de promo. Tout simplement pour vous dire que cet ordinateur, puisque c'est de ça dont il s'agit, Colossus, avait été construit, il y en a eu 10 au total, pour essayer de contrer cette fameuse machine de cryptographie, de crypto-codage, puisque Enigma était l'appareil utilisé pour les communications cryptées du côté des Allemands. Colossus, ces 10 appareils, hein, ces colosses, méritaient bien leur nom, furent détruits sur l'ordre de Churchill, qui connaissait son pouvoir, qui connaissait peut-être même les risques de garder un tel appareillage, une telle technologie. Un colosse qui faisait effectivement plus de 5 mètres de long, 3 mètres de profondeur pour 2,50 mètres de hauteur. Quand on pense que maintenant, probablement que la puissance de calcul que nous avons dans nos téléphones intelligents est bien plus forte que l'appareil en question. Voilà, ces 10 Colossus ont disparu de la circulation. C'est que très tardivement qu'on a appris que, effectivement, ça a été une aide incroyable pour déchiffrer les fameux messages proposés par le système Enigma. On va finir cette liste qui peut être très très longue, hein. On a aussi le bas nylon par exemple qui a été très vite après la guerre une source de revenus incroyable pour des entrepreneurs qui se sont mis à travailler cette matière qui pendant la guerre a servi à fabriquer des parachutes. Et puis c'est du côté des Allemands
qu'une invention qui a révolutionné le transport de carburant et une invention qui a été récupérée également du côté américain, là, les fameux bidons qui pouvaient contenir de l'essence. Je parle bien évidemment des jerrycans, voilà, ces fameux contenants avec ces fameuses 3 poignées. On est quasiment dans du copier-coller entre ce qu'avaient imaginé les Allemands et ce qu'ont recopié les Américains. Ce type de contenant existe d'ailleurs toujours. Le petit dernier, je vous le garde pour la fin, c'est une invention du Canada, qui nous vient du Canada, avec peut-être aussi l'explication de son nom, le talkie-walkie, qui est né effectivement en 1940 et qui a été commercialisé pour la première fois par Motorola, voilà, qui utilisait des liaisons radiophoniques sur des distances courtes. Seul truc, c'est que ça pesait entre 15 et 17 kilos, donc ça se portait quand même comme un sac à dos. Ils avaient donc une portée d'environ 5 km. Et l'histoire raconte que le journaliste demande aux soldats qui portaient cet appareil sur le dos, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, je suis en train de parler pendant que je marche. Voilà, d'où le nom de talkie-walkie, tout simplement. L'année prochaine, le 6 juin 2024, on fêtera les 80 ans de ce débarquement des Alliés. Utah Beach, Omaha Beach, et j'en passe et des meilleurs pour tous ces noms de code qui nommaient toutes ces plages et tous ces endroits en France qui ont vu arriver les Alliés pour sauver le peuple français. Et pour terminer cette capsule, je partage avec vous une ambiance sonore que j'ai pu capturer malgré le vent très présent durant ma semaine de séjour en Normandie. Une ambiance sonore que j'ai pu enregistrer au musée et au cimetière américain. Le musée est incroyablement fourni, très bien documenté, de très très belles factures. Et il est gratuit, ça vaut vraiment la peine de passer un moment dans cet endroit de recueillement qui est en plus sur un spot incroyable face à la mer. Voilà, donc occasion pour vous d'y être presque un petit peu par procuration. Promis juré, la semaine prochaine on parlera de choses un peu plus réjouissantes et puis un peu plus technologiques. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Je me devais de partager avec vous une carte postale sonore avec un petit peu de technologie dedans. Allez, peace and love, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain, comme d'habitude, pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Aujourd'hui, là, tu vas me rendre encore plus intelligent. Tu vas me parler de Design Ops. Ben, j'ai appris des choses moi aussi. Le Design Ops, je connaissais déjà. En fait, le Design Ops, en gros, c'est le fait d'avoir... C'est l'opérationnalisation du design dans une organisation. Quand t'en as plus qu'un designer, tu peux commencer à dire que tu as des ops, des opérations dans ce sens-là. Ce que j'ai appris récemment, parce que je parlais, j'ai vu quelque chose sur LinkedIn passer d'une personne que j'avais rencontrée à Paris lors de mon passage à l'automne et qui disait, moi, je fais du Design Ops. J'en fais, ça m'étonnait pas. Mais que son poste soit du Design Ops à l'intérieur d'une organisation, là, j'ai appris un peu. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ben, exactement. Et puis, dans l'entrevue, je lui demande combien de designers UX et de toute autre forme ça prend pour avoir une ou un Design Ops, pour les organiser, pour assurer une certaine uniformisation, parce qu'on se le cache pas, les départements de design de UX, ben, ils se voient rapidement partagés dans des grandes organisations, genre Hydro-Québec, Desjardins ou autres. Quand t'en as un, tu le places sur un projet. Quand t'en as un autre, tu le places sur un autre projet. Ce qui font qu'ils sont un peu divisés. Et comme on le sait, diviser, ça aide à régner de façon un peu différente. Donc, un design ops peut, à ce moment-là, s'assurer que tout le monde travaille de la même façon. Tout le monde utilise les mêmes outils. Et c'est important parce que c'est là où, quand on parle d'expérience utilisateur dans une grande organisation, ben celui qui est dans un des silos de l'organisation, si je peux dire ainsi, et l'autre, doivent se parler, doivent utiliser les mêmes conventions graphiques pour que les employés, quand ils passent d'une application, ou les clients, quand ils passent d'une application à une autre, ils s'y retrouvent. T'as pas l'impression, quand tu utilises le transactionnel, que c'est pas la même information quand tu utilises l'informationnel dans l'entreprise. Des fois, tu as l'impression d'être dans deux royaumes séparés. Ben, en ayant du Design Ops, ça t'assure ou ça assure à ton organisation que tout se touche, tout se relie. C'est comme le gardien de la méthode. C'est vraiment une belle définition, exactement. C'est le gardien de la méthode et c'est aussi celui ou celle qui va s'assurer que cette méthode-là, elle va perdurer dans le temps.
Un autre Ouais. corps de métier dans l'UX. Quand Oui, je te une belle disais évolution. qu'on serait encore plus intelligent. Alors là, tu vas nous présenter donc quelqu'un dont c'est le Oui. métier et que tu as croisé à un moment donné, quelque Oui, part? exactement. J'ai croisé Zeliata Amada Lafeuille en France lors de mon passage à l'automne. Et voilà, on n'a pas perdu contact et j'en ai profité pour la contacter pour faire cette entrevue avec elle hier. Bon, ben, on va aller écouter ça. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Exact. Merci. À dans 2 Salut semaines. Jean-François. Bye. Zeliata, bonjour. Qu'est-ce que c'est le Design Ops pour toi? Alors, le design ops, pour moi, c'est aussi bien un état d'esprit que parfois, comme moi, un rôle dans une équipe. Et donc, à quoi ça sert le design ops? Ça sert en fait à faciliter le travail des designers pour que tout ce qui est, on va dire, un peu contraignant, un peu organisationnel, un peu process, etc., soit porté par quelqu'un ou organisé d'une certaine manière, plutôt que de demander en fait aux designers de sortir de leur cœur de métier pour devoir faire un certain nombre de choses qui sont pas au cœur de leur métier. Voilà. Et c'est la première fois que j'entends dire que le Design Ops peut être un rôle en soi dans une organisation encore. Alors c'est hyper intéressant parce que aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, et même aux Pays-Bas, il y a plusieurs, en Allemagne aussi, j'en ai vu quelques-uns. Donc c'est un rôle qui se développe beaucoup. Il y a une communauté mondiale qui s'appelle la Design Ops Assembly, qui est portée par Meredith Black, qui travaillait avant chez Pinterest. Donc il y a certains grands groupes qui ont des Design Ops depuis un certain temps. Spotify a une grosse équipe de Design Ops, Meta bien sûr. Enfin bon voilà. Donc plus les équipes sont grosses et plus le besoin d'avoir des design ops se fait sentir, parce qu'en fait c'est un rôle qui n'est ni celui du manager ni celui du designer qui est en train de produire du design, on va dire. C'est vraiment le rôle transverse, la fonction support en fait du design. Mais c'est quoi la fonction support? Pourquoi? Est-ce qu'on n'alourdit pas le processus? Est-ce que les designers UX peuvent pas le faire eux-mêmes? Alors c'est une vraie question en fait. Je pense que jusqu'à une certaine taille d'équipe, ça peut se faire par les designers. Ça se fait d'ailleurs très bien par les designers, parce que il y a une des choses que moi je fais qui est travailler sur les outils, comment faire le sourcing des outils par exemple, travailler avec les équipes légales, IT pour implémenter un outil, ou travailler sur comment est-ce que les personnes vont utiliser l'outil, peut-être faire de la formation sur les outils ou faire travailler sur l'adoption des outils. C'est des choses qui vont se faire très facilement quand on est dans une équipe de 2-3 personnes. Quelqu'un va identifier un outil, va dire on regarde ensemble. Voilà, on regarde ensemble, on teste, ça marche, ça marche pas. Comment est-ce qu'on va l'utiliser ensemble? Hop, ça se fait au détour on se met autour d'une table et puis ça va très vite. Quand on commence à avoir 10-15 personnes autour de la table avec des rôles différents, c'est-à-dire des product designers, des motion designers, des content designers, des UX researchers, ça commence à devenir un peu plus complexe et on peut avoir besoin justement d'avoir une personne qui va créer de la cohésion au sein de l'équipe, aligner les personnes sur des façons de travailler communes et ne serait-ce que la communication aussi au sein de l'équipe pour qu'on sache qui travaille sur quoi et comment est-ce qu'on peut mieux collaborer ensemble au sein de l'équipe. Et après, moi, j'ai aussi tout un travail de coordination avec les products. Parfois, il y a des product ops, donc dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, il y a des product ops, mais aussi les personnes qui portent le rôle de DevOps, donc Technical Program Manager dans mon entreprise actuelle, avec lesquelles on travaille en bonne intelligence pour justement donner de la visibilité au travail de l'équipe design et voir comment ça s'inscrit dans tout le parcours de développement de produits. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans les grosses équipes de UX, qu'on peut le voir à Montréal ou à d'autres endroits, il y a une dispersion à un moment donné. Les UX sont peut-être dans le même département, mais ils sont quand même dispersés dans plusieurs projets et ils peuvent y perdre un peu leur façon de faire ou une espèce d'homogénéité dans la façon de faire. Donc, ça sert à ça, le Design Ops, là. Oui, et je pense que quand on est en agence, c'est des choses qui se font depuis longtemps et assez facilement parce que il y a toujours ces rituels en fait de design review, des choses comme ça qui sont très naturelles et qui vont. Il y a ça aussi, oui. Voilà, qui vont perdurer en fait dans les agences parce qu'on peut pas travailler autrement. On est obligé de travailler sur l'inspiration, on est obligé de s'aligner parce que si demain on a un designer qui va prendre une autre mission, il va falloir que quelqu'un d'autre la récupère. Donc tout ça, c'est des problématiques qui se sont travaillées depuis longtemps dans les agences. Mais j'ai
l'impression que maintenant qu'on a de plus en plus de designers qui sont internalisés dans les entreprises, en fait, on découvre un peu cette fonction au sein des entreprises parce que, en fait, on a exactement les mêmes besoins qu'en agence, sauf que c'est encore plus prégnant, on va dire, parce que il faut construire quelque chose sur le long terme. Il faut travailler sur la rétention des équipes, il faut travailler sur la culture de l'entreprise. Il y a énormément de choses. C'est vraiment un rôle transversal. Quand tu dis du product review, par exemple, encore une fois, un product owner qui dit au UX, tu dois produire des wireframes rapidement, il faut que ça sorte. Toi, tu peux arriver en forçant un peu une revue de ce qui a été fait, de prendre un pas de recul un peu, s'assurer que c'est homogène avec le reste de ce qui est produit dans l'entreprise. C'est vrai que ça devient important et je comprends pourquoi ça existe, effectivement. Mais c'est aussi du coup je vais enchaîner un peu sur les difficultés qui se présentent au DesignOps, c'est que c'est souvent des roadmaps long terme, DesignOps, parce qu'en fait on travaille sur une matière humaine, on va dire, et donc les problématiques d'adoption, les problématiques d'alignement sont particulièrement importantes, et on sait que ce sont des sujets qui vont pas se régler d'un claquement de doigts, et pour lesquels moi j'applique exactement les mêmes méthodes qu'un UX designer classique. Donc, c'est-à-dire que je vais aller faire de la recherche, je vais interviewer les différents membres de l'équipe et les gens qui travaillent avec l'équipe. Je vais aussi observer les données que j'ai, par exemple l'utilisation des outils, la documentation, etc., etc. Et puis, grâce à ça, moi, je construis une roadmap sur ce que je peux faire. Mais ma roadmap, elle peut durer 2 ans, en fait, elle peut durer 2 ans, surtout qu'aujourd'hui, par exemple, je suis toute seule dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant. J'étais aussi toute seule au début. Donc, c'est des ambitions un peu de longue haleine, sur lesquelles il faut travailler. Un gros contrat, ça. Et est-ce que le rôle de DesignOps à l'intérieur d'une organisation, ça couvre aussi, je vais pas parler d'évangélisation parce que ça a une mauvaise connotation, mais d'être capable de, par exemple, dans ton cas, tu dis mettre les ingénieurs un peu autour de la table et leur faire voir la plus-value de travailler en collaboration, ce qui est souvent, encore une fois, dans les grandes organisations, malheureusement négligé. On pense travailler en silo ou dans notre petit coin de designer, mais les analystes d'affaires, les architectes d'entreprise, les ingénieurs et tout ça, est-ce que ça fait partie de ton rôle d'aller les chercher, de les amener autour de la table? Oui, après je pense que dans une start-up, ça se joue peut-être, c'est parce que chez Orange, il y avait des problématiques de ce type-là. Orange, donc grand groupe, 100 000 employés en France, enfin c'est une très grosse entreprise. Énorme, donc moi j'étais chez Orange Business Service, donc c'est un petit peu plus petit, c'est 30 000 personnes, mais ça reste quand même énorme. Quand même. Et en fait, on avait des problématiques de ce type-là où en fait les équipes design, à un moment donné, ne rencontraient même pas les équipes de dev, tellement il y avait d'intermédiaires entre ces différentes équipes. Et donc, il y a eu un gros travail de formation pour expliquer qu'est-ce que c'est que le design thinking, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Et comment ça s'imbrique avec l'agilité. Donc ça, c'est vraiment dans un grand groupe. Alors, voilà, exactement. Et alors qu'en fait, dans une start-up, je trouve que ça se joue un peu différemment parce que on a quand même une collaboration assez proche dans les feature teams, dans lesquels on va retrouver un product manager, un product designer et puis un engineering manager qui vont travailler ensemble plus ou moins. Ah, c'est super, Donc ça, c'est quelque chose de très positif. La problématique qu'on a, c'est que souvent, ils vont se retrouver la tête dans le guidon de leur feature et on va avoir du mal à travailler sur les dépendances, on va avoir du mal à travailler sur la priorisation, des choses comme ça. Donc moi, dans mon rôle, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse responsabilité de donner de la visibilité, aller aligner les équipes sur la visibilité de ce que font les uns les autres et de pouvoir faciliter tout ce travail-là. Et on doit être quoi pour être un bon design-ops dans une organisation? Alors, on a eu la chance de rencontrer Aaron Walter qui a écrit le livre Designing for Emotion il y a 2 semaines. Et donc, j'ai écouté son podcast qui s'appelle Design Better. Et il y a un épisode avec Meredith Black, justement, qui est donc à la tête de la Design Ops Assembly et qui explique que, au départ, en tout cas aux États-Unis, la plupart des Design Ops, c'était plutôt des profils de programme manager, donc des gens assez matures avec surtout la compétence de stakeholders management, créer des roadmaps, etc.
Je trouve qu'en France, ça se joue un petit peu différemment, puisque tous les design ops que je connais sont des anciens designers, avec des couleurs un peu différentes. Donc, c'est-à-dire, je pense à Marie-Aline Millot, qui est très orientée design system, mon profil qui est un peu plus orienté formation, faire grandir les équipes, etc. Enfin voilà, et outils. Et puis d'autres profils qui sont encore sur d'autres choses. Donc il y a différents profils avec différentes couleurs, mais qui ont tous un passé de designer. Et je pense que c'est l'évolution du marché aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que plus les équipes sont grosses et plus il faut comprendre en fait toutes les connotations, on va dire, du design ops, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de content ops, on parle de research ops, oui. Ça va loin en fait. Ouais, et dernière question, donc le métier s'en va où? Comment tu penses qu'il va évoluer? Là, déjà tu me dis il se subdivise, ce qui m'inquiète un peu parce que comme tu disais, mais ça prend quand même de la coordination, c'est ce qui va arriver, mais il s'en va où le métier de design ops dans les organisations là, qui acceptent même de le faire là? Alors, je pense que c'est normal que ça se subdivise parce que c'est comme, quand une équipe devient trop grosse, c'est normal qu'on ait ces rôles-là. Et en plus, dans la conjoncture actuelle, c'est des rôles qui rassurent parce que nous, on travaille sur justement on rationalise un peu, on donne du sens au travail qui est fait, on donne aussi de la donnée, des chiffres, etc. C'est pas dangereux de recréer quelque chose, de perdre l'uniformité ou l'espèce de consensus qu'on veut avoir pour l'organisation? Je pense que il faut le prendre du bon côté, c'est-à-dire que toutes ces données qu'on a, toutes ces informations qu'on a et tout ce pouvoir d'alignement qu'on a, il faut que ça serve le design en fait. C'est-à-dire que il faut que ça serve pour que les gens comprennent mieux quels sont nos processus de travail, pour que les gens puissent nous donner l'espace d'innover, pour qu'ils puissent nous donner l'espace dont on a besoin pour la créativité et pas être pressés comme des citrons pour délivrer de la feature au kilomètre. Ouais. Donc je pense que ça a du sens pour ça. Et moi j'ai pas trop d'inquiétude sur le développement de design ops à partir du moment où c'est une communauté qui se parle beaucoup. Enfin, on a une mini communauté à Paris avec plusieurs design ops, on se parle régulièrement. Bon là, ça fait 2 mois que j'en ai pas parlé parce que j'étais trop occupée, mais pendant 1 an et demi quasiment, on s'est parlé une fois par mois et on était très ouverts sur nos problématiques. Donc il y avait quelqu'un de Deezer, quelqu'un de Doctolib, des personnes de différentes entreprises, de Voyage SNCF, enfin voilà, de différentes tailles d'entreprises en plus. Donc c'était très intéressant. Et pour moi, l'avenir de design ops, c'est ce qu'on voit dans les grosses entreprises américaines a priori, c'est justement cette subdivision de design ops, mais pas forcément que sur les différentes, on va dire les différentes matières du design, donc pas forcément que content ops, research ops, etc., mais aussi peut-être même des spécialisations par rapport aux compétences en fait du design ops et aux besoins de l'équipe. Donc on pourrait imaginer demain un design people ops, un design system ops, enfin voilà. Donc c'est ce qui se passe chez Spotify, c'est ce qu'ils ont, hein, et ça fonctionne plutôt bien puisque du coup on a des personnes qui sont vraiment dédiées à développer une certaine partie. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai énormément de choses à faire, je peux pas toucher à tous les chantiers, il y en a trop. Donc voilà. Non mais c'est exactement ça en fait chez Spotify, mais il y a une head of design ops et donc elle coordonne tout ce travail-là. Ce qui est intéressant chez Spotify moi je trouve, je les observe beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'ils documentent beaucoup. Là, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire, justement, en participant à différents événements, en expliquant ce qu'on fait, etc. Mais je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là parce qu'ils ont un blog, donc ils expliquent, on a transformé notre façon d'utiliser Figma ou d'organiser Figma. Voilà comment on a fait. On a travaillé avec les équipes pour faire ceci et cela. Et je trouve que c'est très inspirant pour toutes les équipes design en fait. Ça donne vraiment des orientations pour des gens qui n'ont pas de design ops. En fait, ça leur permet de se dire en fait ça marche bien. Je vais utiliser ce Canva qui a été développé par un autre design ops et c'est chouette. Saliata, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. C'est un plaisir de te parler. Hein. Voilà. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Aubert et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Bien heureux d'avoir fait un bout de votre journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une édition toute spéciale de Mon Carnet, alors que je vous présenterai une grande discussion avec 9 panélistes sur l'intelligence artificielle dans le contexte de l'éducation. Un panel que j'ai enregistré à l'Université du Québec à Chicoutimi la semaine dernière. Alors ça, c'est vendredi prochain dans Mon Carnet. Et le 23 juin, juste avant la Saint-Jean, on reviendra à la formule régulière. Entre-temps, passez une bonne semaine et puis surtout, portez-vous bien.